En l'an de grâce 1626, le 26 mai, une vague de froid s'abat sur la Franconie, le sud de l'Allemagne d'aujourd'hui, gelant toutes les vignes et les champs de blé. Un blanc manteau recouvre la digue et les prairies. De mémoire d'homme, cela ne s'est jamais produit. La rigueur du climat entraîne une crise céréalière sans précédent. Des voix s'élèvent parmi le peuple. Les paysans protestent, demandant pourquoi l'on tolère depuis si longtemps que magiciens et démons s'attaquent ainsi aux récoltes. Sa grâce princière décide alors de lutter contre ce mal. Au début des temps modernes, les villageois cherchent la cause de leur malheur dans les intrigues ourdies par des sorcières malfaisantes. Ils réclament vengeance. À la perte des récoltes succède la mort des prétendus coupables dans les flammes du bûcher. Le 26 mai 1626, une vague de gel dévastatrice déferle sur l'Europe centrale. Les climatologues parlent d'un événement rare qui se produit une fois par siècle. Le froid est si vif que les feuilles noircissent sur les branches et tombent. Les récoltes sont entièrement détruites. Cet événement décisif est vraisemblablement à l'origine de la plus grande chasse aux sorcières de l'histoire de l'Europe, qui a eu lieu entre 1626 et 1630. Les enquêtes effectuées au cours des années suivantes confirment toutes cette période de gel exceptionnelle. En Germanie, la répression de la sorcellerie fait autant de victimes qu'une guerre. À Bamberg, en l'espace de 5 ans, 600 femmes accusées de sorcellerie sont brûlées vives. À Würzburg, 900 périssent sur le bûcher. À Kurköln, plus de 1000. Nombre de petites localités sont ainsi entièrement dépeuplées et les notables ne sont pas épargnés. La plupart du temps, la fureur aveugle des autorités judiciaires ne provoque aucune réaction d'effroi parmi la population, mais plutôt un certain soulagement. Je punis le mal, telle est la devise inscrite sur les épées des bourreaux. Le mal doit être débusqué au sein de la population et puni. C'est la seule façon d'endiguer ce fléau. La persécution massive des sorcières en Europe a une longue histoire. Pendant plusieurs siècles, on relève seulement quelques cas isolés d'inculpation. Mais vers la fin du Moyen-Âge, on assiste à la multiplication de phénomènes inquiétants. L'Europe entre dans une période difficile au plan économique et climatique. La population doit lutter contre des refroidissements périodiques qui entraînent de mauvaises récoltes à répétition. Le taux de mortalité augmente en raison des épidémies, du retour de la peste noire, du typhus et du choléra. D'une façon générale, on observe un changement du sentiment religieux à la fin du XVe siècle. La vie sur Terre n'est qu'un long calvaire. La rédemption divine semble être la seule issue à la misère humaine. La cruauté du destin est omniprésente. À cette époque où l'espérance de vie ne dépasse pas 35 ans, la mort devient une obsession. La fin du monde, l'apocalypse semble imminente. Désespérés, les croyants tentent de comprendre les raisons de cette punition divine.
Autrefois, toutes les catastrophes naturelles revêtaient un aspect métaphysique, précisément parce qu'on les interprétait comme des signes de Dieu. En se replaçant dans le contexte de l'époque, il faut se demander ce qui n'allait pas dans la société. C'est un peu comme dans notre société actuelle, à savoir qu'on recherche toujours le responsable des malheurs qui nous arrivent. Il existe deux grandes stratégies pour dénicher un coupable. On recherche la faute en soi, et c'est l'option que plusieurs prédicateurs ont proposée, en disant aux fidèles « Vous avez péché, vous devez vous racheter ». Évidemment, c'est le genre de choses que les gens n'aiment pas entendre. Il existe aussi une autre stratégie qui consiste à dire « Il y a parmi vous certains individus qui provoquent la colère de Dieu. Il faut trouver ces ennemis, ces incarnations du mal, et les combattre, les exterminer, comme on disait si joliment à l'époque. » Au Moyen-Âge, juifs et lépreux deviennent les boucs émissaires de la société. C'est par eux que le malheur arrive. On les accuse d'empoisonner l'eau des fontaines et de propager les épidémies. De terribles pogroms sont organisés. Vers 1430, un changement climatique se produit en Europe centrale. Ce petit âge glaciaire s'accompagne de grêles et de vagues de gel. Les Juifs ne pouvant être tenus pour responsables de ces catastrophes naturelles, le monde paysan cherche alors d'autres boucs émissaires. Dans une société traditionnelle, qu'est-ce qui représente le mal? Qu'est-ce qui préoccupe les gens, les paysans qui travaillent aux champs? Ce sont avant tout les maladies inattendues, mystérieuses, qui frappent leurs troupeaux, leurs familles et surtout leurs enfants. Depuis la nuit des temps, les hommes croient au pouvoir de la magie noire. À force de subir des catastrophes climatiques, ils sont persuadés qu'un mauvais sort est à l'origine des orages et tempêtes de grêle détruisant les récoltes. Pendant longtemps, il n'était question que de magiciens et de démons. Puis peu à peu, on commence à parler de sorcières. L'image de la sorcière véhicule des peurs cachées, des aspirations secrètes et des plaisirs interdits. La sorcière brise tous les tabous de la société. Selon les régions, elle revêt des aspects très divers. Par la magie noire, elle nuit à ses voisins. Elle est impudique et se livre à des orgies avec ses semblables. Elle sacrifie des enfants pour les offrir au diable. En Germanie, jusqu'au XVe siècle, on ne parlait pas de sorciers ou de sorcières, mais de magiciens ou de magiciennes. Cela fait référence à la plus ancienne forme de croyance en la sorcellerie, la magie noire. La sorcière est une femme qui peut faire le mal en ayant recours à la magie. Le mot sorcière vient du latin sort, le sort ou le destin, et désigne un individu capable de modifier le destin d'un autre individu grâce à ses pouvoirs magiques. Et grâce à ses pouvoirs magiques, elle peut voler et rejoindre le sabbat par la voie des airs. Le christianisme entre en jeu dans la mesure où il affirme que ces femmes et ces hommes ont scellé un pacte avec le diable. D'une façon générale, chaque société conçoit une entité symbolisant l'autre, le mal. Dans la plupart des sociétés, on constate que ce rôle est dévolu à la sorcière. Au départ, les inculpations portaient seulement sur la pratique de la magie noire et relevaient de la compétence des tribunaux laïcs. La procédure s'appliquait encore indifféremment aux hommes et aux femmes, et la majeure partie des allégations de maléfices concernaient d'ailleurs les hommes. Les inculpations de sorcellerie ont d'abord lieu dans les régions alpines de Suisse, de France et d'Italie. En effet, en montagne, les hommes sont particulièrement dépendants des aléas climatiques. Au début des temps modernes, la société connaît des changements profonds et ce bouleversement s'y accomplit très rapidement.
Les Alpes constituent une plaque tournante du commerce, des nouvelles idées et des nouveaux mots comme sorcellerie par exemple. Le mot allemand apparaît pour la première fois en 1419 en Suisse, à Lucerne, où un homme est soumis à la torture car il est soupçonné d'avoir pratiqué la magie. Il en ressort innocenté. La même année, des femmes sont accusées de faire tomber la grêle et de tarir le lait des vaches. Ces femmes se défendent en justice et obtiennent gain de cause. Le délateur est remis aux autorités de la ville. Au cours de la plupart des procès qui suivent, l'allégation de sorcellerie est prise au sérieux, avec des conséquences fatales pour les personnes concernées. Les siècles suivants, la Suisse demeure un bastion de la persécution. Il existe une cause qui, du point de vue actuel, fait écho à l'esprit du temps. Il s'agit du caractère démocratique de la Suisse. Le peuple helvète a toujours pratiqué la démocratie directe, reflet de ses opinions et de ses sentiments. Les recherches menées au cours de ces dernières années ont montré que la persécution des sorciers et sorcières, ainsi que les accusations de sorcellerie qui en découlent, ne proviennent pas d'en haut, c'est-à-dire pas de l'Inquisition ni des tribunaux séculiers. Au contraire, ces accusations existent déjà parmi le peuple, et les autorités les reprennent ensuite à leur compte pour mettre en œuvre leur propre politique. Les autorités ecclésiastiques parviennent à la conclusion que la faculté d'exercer la magie ne provient pas des sorcières elles-mêmes. Ce pouvoir proviendrait du diable. L'Inquisition s'empare alors des procès de sorcellerie. Cette juridiction ecclésiastique d'exception s'appuie sur un système très réglementé de dénonciation, d'interrogatoire et de torture. La torture est considérée comme un moyen légitime et moderne de rechercher la vérité. L'Inquisition est instaurée au Moyen-Âge pour réprimer les crimes des précurseurs des sorcières, les hérétiques si l'on peut dire. Dans le sud de la France et dans les Alpes occidentales, les cathares et le valdisme remettent en question les dogmes de l'Église catholique. Celle-ci affirme que les cathares constituent une secte et qu'ils ont conclu un pacte avec le diable. L'allégation de constituer une secte ouvre la voie à une répression sans précédent. Chaque aveu déclenche automatiquement une avalanche de nouvelles accusations. Les inquisiteurs, la plupart du temps des moines dominicains et franciscains, engagent des procès à grande échelle. En quelques décennies, les hérétiques sont presque tous convertis ou exterminés. Mais bientôt, une nouvelle menace apparaît. Le peuple condamne les sorcières au bûcher pour magie noire. Les inquisiteurs commencent à croire que l'hérésie survit aux sorcières, même après leur mort. Au XVe siècle, les autorités ecclésiastiques voient dans le phénomène de la sorcellerie l'émergence d'une nouvelle secte d'adorateurs de Satan. Cette secte apparaît comme un mouvement hérétique qui opère à l'échelle mondiale et qui se conjure contre la foi chrétienne. On reproche aussi à ses membres d'avoir commis le pire crime d'hérésie, l'apostasie, c'est-à-dire le reniement de Dieu et la reconnaissance du diable comme maître absolu. À la fin du XVe siècle apparaît un sombre personnage qui demeure l'incarnation par excellence du chasseur de sorcières. Le moine dominicain Henri Institoris, originaire de Sélestat. Aucun portrait de lui ne nous est parvenu, mais la trace de ses funestes actions est encore perceptible à travers la moitié de l'Europe. Henri Institoris est un personnage intéressant à plusieurs titres. Il pourchasse les sorcières, mais aussi les hérétiques de toutes sortes. Il enquête aussi auprès des femmes qui communient trop souvent. Faire preuve d'une piété exagérée éveille de la même façon la méfiance des inquisiteurs.
C'est un spécialiste des procédures inquisitoriales. En somme, il aimerait persécuter tous ceux qui s'écartent du modèle religieux tel qu'il se le représente. Institoris apparaît dès le départ comme un moine dominicain, dévoré d'ambition, qui convoite la charge d'inquisiteur. Il n'aspire qu'à une chose, être nommé inquisiteur par le pape à Rome. À l'époque d'Institoris, les chasseurs de sorciers fanatiques restent une minorité. La plupart des villes n'autorisent aucune persécution. Institoris entreprend un voyage à Rome, où il compte bien s'attirer les faveurs du pape Innocent VIII. Rome est le cœur de l'ordre des dominicains et le centre du pouvoir ecclésiastique. En 1484, le pape Innocent VIII promulgue une bulle connue sous le nom de Summis Desiderantes Affectibus, par laquelle il étend les pouvoirs des inquisiteurs officiant dans la Germanie supérieure. Les autorités locales reçoivent l'instruction de les soutenir par tous les moyens possibles. Le modeste moine dominicain devient alors un envoyé de Dieu, chargé de libérer le monde du fléau de la sorcellerie. Henri Institoris, vraisemblablement, est issu d'un milieu assez misérable. Il ne semblait pas le moins du monde destiné à une carrière de grand inquisiteur dans le Saint-Empire romain germanique. On lui aurait presque témoigné de la reconnaissance s'il n'avait provoqué autant de malheur autour de lui. Investi de la bénédiction papale, Henri Institoris entame à présent un voyage à travers l'Europe centrale. Il engage des persécutions dans les diocèses de Strasbourg, Bâle et Constance. Il se vante d'avoir conduit 200 femmes au bûcher. Dans son sermon, il demandait aux gens « Est-ce qu'il t'est arrivé ceci ou cela ? Est-ce qu'une femme a proféré des paroles menaçantes contre toi ? Es-tu tombé malade juste après ?» Évidemment, c'était arrivé à tout le monde. Institoris prononce tout d'abord son sermon à l'encontre des sorcières. Ce sermon est un véritable appel à la délation auprès des fidèles. Il met en place une procédure inquisitoriale systématique, rassemblant d'abord tous les témoignages des fidèles, établissant une liste des suspects, puis les convoquant ensuite. L'inquisiteur refuse aux accusés toute défense. Il déforme les déclarations des femmes interrogées et a recours à la violence à l'encontre des témoins. Cette attitude arbitraire provoque la résistance des citoyens et du clergé. Ils ne sont pas du tout disposés à accepter que les normes juridiques soient ainsi ignorées sans scrupule. Pour Institoris, se douter de l'existence même des sorcières est en soi une hérésie. Pourtant, l'idée de cette dangereuse secte vouée à Satan se heurte partout à un fort scepticisme. Ainsi, plus d'une chasse aux sorcières fomentée par ses soins échoue. On peut dire qu'il a procédé à une forte radicalisation au sein même de son ordre religieux comme dans la société de son temps. Partout où il est passé, il a radicalisé la situation. Partout, il avait mauvaise réputation. Là où il allait, il suscitait toujours des querelles. Il avait maille à partir avec les autorités locales. Il se faisait tout de suite mal voir et devait sans cesse changer d'endroit car à chaque fois, il était éconduit. Institoris en tire les conséquences. Il met un terme à ses tournées d'inquisition et rédige le Malleus Maleficarum, le marteau des sorcières. Ce traité de démonologie reste dans l'histoire l'ouvrage le plus terrifiant jamais publié. Véritable bréviaire des inquisiteurs, il établit officiellement le lien entre l'hérésie et la sorcellerie. Son auteur y expose une technique d'interrogation implacable. La défense du suspect est amoindrie et l'emploi de la torture généralisée, renforçant ainsi l'arbitraire de la procédure. Le procès se déroule de telle façon que chaque réponse consolide l'accusation. Il s'agit surtout d'éviter une chose, le verdict d'acquittement.
Dès la fin du XVIe siècle, étant donné que le crime de sorcellerie a aussi un caractère civil, les tribunaux laïcs prennent en main la répression. Les juridictions séculières peuvent immédiatement prononcer la peine de mort, alors que l'Inquisition n'en a le droit que dans les cas de récidive. Grâce à l'imprimerie, le marteau des sorcières bénéficie d'une large diffusion. Consacré uniquement à la définition et à la répression du crime de sorcellerie, il reste jusqu'au XVIIe siècle l'ouvrage de référence pour la chasse aux sorcières. Du point de vue contemporain, et peut-être aussi du point de vue de l'époque, la particularité du marteau des sorcières est qu'il a pour cible les magiciennes, donc le sexe féminin. C'est assez perfide car auparavant, la théologie définissait la magie comme un phénomène indépendant des sexes. Ce manuel appelle à pourchasser les sorcières de façon systématique, et comme pour apaiser le chaos du monde. Il est probable qu'Institoris, en tant qu'auteur, est ému par la peur de l'Apocalypse. À ses yeux, la fin du monde était proche, et le signe le plus évident de cette fin imminente, c'était l'apparition des sorcières. À la fin du XVe siècle, le marteau des sorcières est accueilli comme un soulagement par les juristes et les ecclésiastiques partisans des persécutions. Il ne faut pas oublier que le peuple voulait une justice expéditive et pressait les autorités de répondre à ses sollicitations. En Saxe, par exemple, les autorités ont été désavouées car elles n'entreprenaient aucune action contre la sorcellerie. Désormais, les autorités séculières participent activement à la répression. Les persécutions sont dirigées avant tout contre les femmes. Henri Institoris est un moine et la sexualité demeure pour lui un sujet énigmatique. Elle lui semble aussi menaçante que le mystérieux pouvoir de la magie noire. Ces deux forces lui semblent n'avoir qu'une seule et même origine, le diable. Chez cet auteur, on observe une misogynie tout à fait inhabituelle, un antiféminisme très marqué. Il affirme que le terme latin femina signifie quelqu'un qui fait preuve de moins de foi. Pour lui, femina est la contraction de fides, la foi, et minus, moins. Des deux sexes, la femme serait la moins croyante. Elle est la plus inconstante à l'image d'Ève qui en est l'archétype. L'image de la femme vue par Institoris n'a rien à voir avec la réalité de la fin du Moyen-Âge. À cette époque, les femmes sont plus pieuses que les hommes. Plus proches de la nature, elles se transmettent par la tradition orale les secrets des plantes médicinales. Souvent, ces plantes servent à préparer des filtres d'amour ou à écarter les maléfices à la manière d'une amulette. Cette magie populaire ne porte préjudice à personne. Mais la femme apparaît comme ambiguë, car si elle a le pouvoir de guérir, elle a aussi celui de nuire à son prochain. Dans le massif du Harz, en Allemagne, au cloître de Michel Stein, Sabine Falk s'occupe d'un jardin de plantes médicinales reconstitué d'après d'anciens plans. Il abrite 260 variétés de simples, utilisées au Moyen-Âge. La plupart des femmes ne s'en servaient pas pour pratiquer la sorcellerie, mais au contraire pour se prémunir contre les maléfices. Parmi les plantes traditionnellement utilisées contre les sortilèges, il y a le lierre terrestre. Cette plante est aussi dédiée à la Vierge Marie. Il fallait en mettre dans le lait pour protéger le lait ou les vaches contre les ensorcellements. Suivez-moi dans le jardin, vous allez voir à quoi ressemble cette plante. Cette plante, qui ne paie pas de mine, c'est le lierre terrestre.
C'était un remède universel, un moyen de protection contre les maléfices. On dit qu'une couronne de ce lierre placée sur la tête des jeunes filles leur permettait de reconnaître les sorcières. Voici encore une jolie plate-bande où poussent les plantes magiques, marjolaine, origan et aneth, qui, selon un vieux dicton populaire, repoussent les sorcières. Cette plante s'appelle la rue. On l'appelle aussi herbe de grâce. Si vous passez juste votre main dessus, son parfum est si intense qu'il vous faut une demi-journée pour vous en débarrasser. Cette odeur persistante offre une bonne protection, car le diable n'aime pas les odeurs fortes. Il y a sûrement aussi un peu d'ail dans ce bosquet. Cette plante sent tellement fort qu'elle fait détaler les puissances du mal et tout être humain possédé par le malin. Les plantes très odoriférantes et les huiles essentielles sont donc très efficaces pour se protéger contre les sorcières. Mais la magie populaire ne suffit pas à protéger les femmes. Quand les rumeurs de sorcellerie se propagent, elles deviennent la cible privilégiée d'une population qui redoute leur pouvoir traditionnel. Parfois, elles sont accusées de pratiquer la sorcellerie par les plantes. Souvent, ce sont de simples femmes au foyer ou des filles de ferme qu'on accuse d'avoir empoisonné des hommes ou des animaux. D'après des sources anciennes, à l'époque d'Henri Incitoris, la chasse aux sorcières aurait fait 3000 victimes. Au début du XVIe siècle, la répression est en déclin. De nombreux humanistes et théologiens réfutent la croyance en une secte de sorcières vouée à Satan. Le cauchemar semble enfin terminé. L'obscurantisme du Moyen-Âge semble à jamais dépassé. Avec les temps modernes, la société européenne entre dans une période de renouveau. Pourtant, la situation est préoccupante. Le pouvoir impérial central perd de sa puissance. Il est affaibli par les dissensions constantes entre les princes, les villes et les régents du Saint-Empire. À cela s'ajoutent les bouleversements de la Réforme. Elle conduit à d'autres déchirements au plan religieux, politique et économique. Catholiques, calvinistes, luthériens et hussites s'affrontent et s'opposent irrémédiablement. Ces conflits plongent inévitablement l'Europe dans une série de guerres de religion dévastatrices. La plus terrible d'entre elles sera la guerre de 30 ans. C'était une époque impitoyable. En raison de leurs conditions de vie, sur fond de guerre de religion, de disette, de famine et d'insécurité, les gens étaient sans pitié et se comportaient de façon violente. Ils étaient prêts à aller jusqu'au bout pour mettre un terme à ces conflits, c'est-à-dire jusqu'à l'anéantissement physique d'autrui. Si les guerres sont des événements terribles, on peut toutefois en expliquer la cause. Ce qui n'est pas le cas de toutes les folies humaines. Pour échapper à la dure réalité, les hommes s'évadent parfois dans un univers onirique, un espace hors du temps, où les frontières entre imagination et réalité s'estompent. Les années de mauvaise récolte, les céréales valent presque aussi cher que l'or. Pour pallier cette pénurie, les paysans font preuve d'inventivité et élaborent des mélanges de céréales toujours plus dangereux. En période de disette, les pauvres sont contraints pour fabriquer leur pain d'utiliser de la farine de blé traditionnelle coupée avec du pavot somnifère, de la jusquiame et de la farine de seigle souvent parasitée. Ce sont toutes des substances psychotropes et hallucinogènes. Les épis parasités sont en fait contaminés par l'ergot de seigle, un champignon toxique. En ces temps de famine et de crise céréalière, la consommation de cette farine contaminée provoque des épidémies d'ergotisme qui ont de graves conséquences sur la santé physique et mentale. De surcroît, les villageois prennent d'autres drogues pour échapper à leur triste quotidien. Ils ont l'habitude de mélanger au vin des herbes toxiques pour en augmenter les effets et noyer leur misère dans l'alcool. Ils sont alors victimes d'hallucinations de toutes sortes. À cette époque, plus d'une femme a ainsi cru s'envoler dans les airs comme une sorcière et plus d'un homme a cru se transformer en loup-garou.
Les onguents des sorcières sont eux aussi entourés de légendes. Les préparer demande un travail de longue haleine. Si certaines préparations sont un pur produit de l'imagination, d'autres, en revanche, ont des effets thérapeutiques avérés. Franz Joseph Kuhlen est pharmacologue. Depuis des années, il étudie la préparation et les effets des onguents de sorcières. J'ai voulu fabriquer l'onguent de sorcière dont on connaît la composition depuis la Renaissance. Depuis cette époque, les ingrédients de tous les onguents ont été répertoriés dans les pharmacopées. Il s'agit de l'onguent populeum. Il doit son nom au peuplier, l'ingrédient principal entrant dans sa composition. On utilisait des bourgeons de peuplier concassés ou fraîchement cueillis, qui avaient une couleur verte. Ils possédaient une odeur bien particulière et avaient certains effets secondaires. L'effet principal de cet onguent était obtenu grâce à la belladone, la jusquiame noire, la morelle douce amère et le pavot. Il contenait aussi souvent de l'opium. Cet onguent populeum était mélangé à de la graisse humaine, car autrefois c'était le composant qui pénétrait le plus facilement dans la peau, par voie percutanée. À cette époque, où les exécutions étaient monnaie courante, il était relativement facile d'en obtenir. Les bourreaux avaient le droit d'en vendre. D'un côté, cela ressemblait un peu à du cannibalisme, car cette graisse provenait d'un cadavre. Et cela revenait en quelque sorte à récupérer la force d'une personne décédée. Mais par ailleurs, il y avait une explication tout à fait normale et scientifique à cela. À savoir que la graisse était idéale pour faire pénétrer cette substance médicinale dans le corps. Les femmes ayant recours à cette pommade n'ont aucune idée de sorcellerie en tête. Elles cherchent seulement à s'évader quelques heures vers un univers imaginaire, teinté de songes érotiques et heureux. J'ajoute d'abord la belladone. Qu'on appelle aussi Herba apollinaris. Elle a une odeur très agréable. Toutes ces plantes toxiques, on peut les cueillir ici si on s'y connaît. Cette drogue avait pour effet principal de faire baisser la fièvre et de faire dormir. Elle avait pour effet secondaire d'occasionner des rêves enivrants à caractère érotique. La différence entre les hommes et les femmes, c'est que chez les femmes, cette drogue avait aussi un effet dans la zone de l'utérus. Elle provoquait certaines contractions plutôt agréables. En partant de cette base, si on ajoute par exemple une plante comme l'aconite, la personne qui prendra cette drogue fera des rêves psychédéliques, où elle se verra en train de voler. Elle sera transportée vers un univers tout à fait différent. De tels rêves peuvent se terminer au cachot, voire sur le bûcher. Car superstition et monde onirique finissent par se heurter à la dure réalité et à la misère du quotidien. Dans le climat d'insécurité générale qui prévaut alors, le soupçon et l'accusation peuvent peser sur n'importe qui. Lorsqu'une femme est arrêtée, elle s'empresse d'avouer les faits qu'on attend d'elle. Elle confesse qu'elle s'envole la nuit pour se rendre secrètement au sabbat et qu'elle a scellé un pacte avec le diable.
Si la seule mise en accusation d'une sorcière ne déclenche pas encore d'incendie généralisé, l'idée d'une secte de sorcières vouée au diable est désormais communément admise. Si l'on découvre une seule sorcière, il faut désormais exterminer aussi toutes ses complices. Entre 1560 et 1640, l'Europe connaît les plus fortes vagues de chasse aux sorcières. Des foyers de répression systématique se déclarent en Suisse, en Lorraine, aux Pays-Bas et dans certaines parties germanophones d'Europe centrale. Ces persécutions pour sorcellerie sont d'une toute autre nature que les procès existants jusqu'alors, fondés sur des procédures isolées entamées contre des personnes isolées. Dans les diocèses de Bamberg et Würzburg, des persécutions atroces ont lieu, qui font plusieurs centaines de victimes. Dans le land de Mecklembourg-Poméranie occidentale, la répression atteint une intensité jamais égalée, comme dans le land de Thuringe. On recense presque 1000 morts pour environ 1600 inculpations. Par les procès de sorcellerie, les évêques, princes et maires tentent de résoudre les crises et d'asseoir leur propre pouvoir. À l'époque de la guerre de 30 ans, la petite ville de Rheinbach, près de Bonn, illustre tristement l'hécatombe de la chasse aux sorcières. Entre 1631 et 1636, la répression fanatique fait plus d'une centaine de victimes, dans cette localité comptant à peine plus de 300 habitations. Au début de l'époque moderne, pour engager un procès de sorcellerie dans un village, il fallait préparer le terrain. Cela se faisait progressivement. Les gens ne venaient pas tout d'un coup déposer une accusation devant le tribunal pour faire arrêter et condamner une personne pour sorcellerie. En fait, la rumeur commençait à se propager bien avant au village. À Rheinbach, elle jouait un rôle important. Des bruits couraient au sujet de certaines personnes pour les dénigrer. Un tel ou une telle était soupçonné d'être un sorcier ou une sorcière. Ces accusations ne touchaient pas que les personnes isolées. Elles touchaient parfois tout un groupe ou une certaine catégorie de personnes. La plupart du temps, les accusations proviennent du voisinage immédiat, souvent d'autres femmes. Des tribunaux d'exception sont créés au sein desquels les citoyens jouissant de la plus haute estime font fonction d'assesseurs. Dans les comités de répression de la sorcellerie, on règle les comptes. On entend dire que les femmes intelligentes, les sages-femmes, les guérisseuses, celles qui étaient en marge de la société, étaient les cibles des inquisiteurs. Tout ça, ce sont des bêtises. On le voit clairement ici. Les personnes incriminées viennent des classes moyennes de la société. D'une façon générale, les responsables étaient recherchés parmi les femmes, surtout parmi les plus âgées. Cela est peut-être lié à la marginalisation ou simplement au fait que certaines personnes ne bénéficiaient pas d'une protection particulière au sein de la société. 75% des victimes étaient des femmes. Il ne faut pas l'oublier. Cette persécution, en premier lieu, touchait les femmes, et notamment les veuves. Elles étaient plus fragiles, car elles n'avaient plus le soutien aussi fort de leur famille. Dans la plupart des régions, les hommes font aussi l'objet de soupçons. On les accuse souvent de se transformer en animaux, à l'aide de ceintures magiques. Les nuits de pleine lune, on pense qu'ils prennent la forme de loups-garous et qu'ils égorgent le bétail. Ces accusations touchent aussi certains des citoyens les plus respectés de la ville de Rheinbach. Les études menées sur l'histoire de la sorcellerie en Allemagne montrent que dans les régions catholiques, 25% des personnes inculpées et condamnées sont des hommes. Ce pourcentage est moindre dans les régions protestantes. Le mythe du loup-garou remonte très loin dans le temps. Étonnamment, il réapparaît au grand jour au début des temps modernes. Des hommes sont soupçonnés d'être des loups-garous. Ils sont arrêtés, jugés et condamnés à ce titre.
en tant que sorciers se transformant en loups-garous. L'historien allemand Thomas Becker a reconstitué les événements qui se sont déroulés à Rheinbach. Pour ses recherches, il s'est fondé sur un ouvrage rare, conservé à l'ancien collège des jésuites de Bad Münstereifel, Les Confessions de Hermann Löher, négociant et ancien maire de la ville. Cet homme est à la fois acteur, victime et témoin. Son ouvrage tient une place à part dans l'histoire de la persécution des sorcières. Princes et sujets, plaintes mélancoliques des pieux innocents, où toutes les autorités supérieures et subalternes, avec leurs sujets, indiquent ce qu'elles ont manifestement lu et vu. En 1631, Löher devient le plus jeune assesseur du tribunal, c'est-à-dire qu'il est l'une des 7 personnes chargées de prononcer le verdict de culpabilité. Lorsqu'il intègre le collège des assesseurs, les procès de sorcellerie commencent à peine à Rheinbach. Il y participe donc dès le départ et est également responsable des premiers verdicts de culpabilité. Les premières dénonciations concernent les femmes des classes inférieures de la société. À Rheinbach, l'interrogatoire se déroule dans la tour des sorciers. Les inculpés sont soumis à la question, c'est-à-dire à la torture. Un juriste expérimenté est chargé de vérifier la légalité des procès sur ordre du seigneur de la province. En fait, ce commissaire à la sorcellerie durcit la procédure inquisitoriale. Les inculpés étaient amenés devant le valet du bourreau et on les déshabillait. Comme on pensait que le diable pouvait se cacher dans les cheveux de ces femmes, on leur rasait la tête. On leur rasait aussi le pubis. S'attaquer à cette partie du corps, qui n'avait jusqu'à présent jamais fait l'objet de torture, revenait à pratiquer une torture psychologique. Imaginez, une femme ainsi mise à nu devant le voisinage, puis rasée, c'est déjà en soi une humiliation. Cela faisait partie d'une tactique d'affaiblissement et d'épuisement nerveux, et les inculpés finissaient bien par avouer les crimes qu'on s'acharnait à leur faire endosser. Lors des procès de sorcellerie, le sang des innocents versé sur le banc de la torture a une propriété particulière. Grâce à l'alchimie, il peut être transformé en or. Ainsi s'exprimait un critique de l'époque. Franz Bührmann, commissaire à la sorcellerie, connaît cette alchimie mieux que personne. Il sait qu'un ingrédient est essentiel à la poursuite des procès, l'argent. Il entend bien l'obtenir en dépouillant les malheureuses victimes. Franz Bührmann avait une très forte personnalité. Il a réussi à plier à sa volonté les assesseurs du tribunal, dénaturant ainsi complètement le rôle qui lui était assigné. Ainsi, il n'était plus conseiller, mais accusateur et juge à la fois. Au cours de ses procès, il s'est comporté de manière sadique. Il ne se préoccupait plus de fixer les limites de la machine inquisitoriale. Les sources historiques l'attestent. C'était un homme mauvais, un bourreau terrible. Christina Böfgens est une veuve fortunée âgée de 65 ans. Elle vit à Rheinbach, où elle a la réputation d'être charitable et pieuse. Un jour, Franz Bührmann l'accuse de s'enduire d'un onguent maléfique, de s'envoler nu par la cheminée pour se rendre au sabbat et d'avoir un commerce charnel avec le diable. Hermann Löher, l'assesseur, est effaré, mais il n'ose s'opposer aux déclarations de Bührmann. Christina Böfgens subit un interrogatoire. Elle rejette toutes les accusations dont elle est l'objet. Alors, on la soumet à la question. Elle persiste dans l'affirmation de son innocence. Franz Bührmann a de nouveau recours à la torture. Le bourreau se refuse alors à continuer, craignant qu'elle ne finisse par en mourir. Avec toute l'autorité dont il est capable, Franz Bührmann contraint le bourreau à poursuivre son œuvre. Christina Böfgens finit par mourir des suites de la torture.
Lorsque le bourreau annonce la mort de la malheureuse, les assesseurs se montrent bouleversés et effrayés. Franz Bührmann leur suggère que la mort n'est pas survenue à la suite de l'ordre qu'il a donné au bourreau, mais que le diable en personne s'en est chargé. Il est venu lui briser la nuque, afin qu'elle n'avoue pas sous la torture le nom de ses complices. Il demande aux assesseurs, « Toi, Hermann Löher, as-tu entendu comme ses vertèbres ont craqué quand le diable lui a tordu le cou? Et toi, Gotthard Peller, n'as-tu pas senti que le diable était là? Ne remarquez-vous pas cette odeur de soufre? » Il influence tellement ces hommes qu'ils n'osent plus exprimer les critiques qu'ils ont sur le bout de la langue. Celui qui ose contredire Franz Bührmann signe son arrêt de mort. Après 5 années de répression fanatique, plus de la moitié des assesseurs ont été exécutés ou se sont enfuis. Hermann Löher, qui était au départ complice, est à présent lui aussi menacé de mort. Il se réfugie à Amsterdam. 40 ans plus tard, il y rédige ses mémoires. Hermann Löher a sans doute aussi écrit ce livre parce qu'il se sentait coupable. Après tout, il faisait partie de ceux qui prononçaient les verdicts de culpabilité. Il est responsable de l'exécution d'un grand nombre de personnes. Au cours de ces procès, il est arrivé un moment où il a pris conscience que tout cela n'était que folie et mensonge. 60 000 personnes environ sont victimes de la grande chasse aux sorcières en Europe. Un chiffre effrayant compte tenu de la densité de la population à l'époque. Dans le Saint-Empire romain germanique, une sorcière sur 2 meurt sur le bûcher. D'autres foyers de répression terrifiants se déclarent en France, en Écosse et en Suisse. D'autres pays, comme la Russie ou l'Irlande, n'ont connu pratiquement aucune chasse aux sorcières. Pour quelle raison? Cela demeure un mystère. Voilà une grande question qui reste encore sans réponse. Pourquoi le Saint-Empire romain germanique a-t-il été le plus grand bastion de la répression de la sorcellerie? À la différence de la plupart des autres pays d'Europe, le Saint-Empire romain germanique était divisé en principautés, villes et seigneuries. C'est précisément au sein de petits États en position de faiblesse, comme les duchés, qu'ont lieu les répressions les plus féroces. Dans le Saint-Empire romain germanique, les régions les plus touchées par la répression correspondaient aux territoires qui n'avaient pas réussi à instaurer une organisation étatique à part entière, dans lesquels l'appareil judiciaire était fragmenté et l'intérêt personnel prévalait sur l'intérêt commun. Les sorciers et sorcières sont persécutés de la même manière dans les contrées catholiques et protestantes. Les catholiques se fondent sur le marteau des sorcières, les protestants sur une parole extraite des Saintes Écritures « Tu ne laisseras point la vie aux magiciens ». En vertu du droit public, les juridictions séculières sont compétentes pour instruire la majorité des procès, avec les conséquences dévastatrices que cela implique. Dans les territoires et les villes ayant connu ce genre de répression, il arrive souvent que l'expérience ne soit pas reconduite. En effet, elle a des conséquences catastrophiques pour la réputation des classes supérieures touchées par ces procès, vu l'importance de leur influence politique. Il arrive que des femmes de la bourgeoisie soient inculpées. Et les notables n'aiment évidemment pas que leur propre famille soit mêlée à ces événements. À chaque nouvelle persécution, la tendance s'inversait. La population s'est rendue compte que si au départ elle était favorable à la répression, maintenant c'était à son tour d'en pâtir. L'Inquisition, cette juridiction par laquelle a débuté la répression, manifeste assez tôt un scepticisme surprenant à l'égard des procès de sorcellerie. À
À Rome, les inquisiteurs réforment l'instruction de ces procès. Désormais, les condamnations sont soumises à de strictes conditions. Il est exclu que les procès se déroulent comme en Germanie. L'historien Rainer Decker explique le changement d'attitude de l'Inquisition face à la sorcellerie. Au début du XVIe siècle, dans les Alpes, l'Inquisition entame une répression à grande échelle contre les sorcières. Comme en Germanie, elle semble poser les jalons d'une vague de procès en Italie. Mais à la lumière des nouvelles archives de l'Inquisition romaine, il est intéressant d'observer que des voix s'élèvent pour inciter à la prudence. L'un de ces contestataires est un inquisiteur intéressant à plus d'un titre, Francesco Albizzi. Né en 1593, il devient en 1635 assesseur de la congrégation du cardinal, un poste à haute responsabilité à Rome. En 1636, Albizzi contribue en tant que diplomate à conclure la paix mettant fin à la guerre de 30 ans. Il entame un voyage à travers la Germanie, comme l'avait fait Institoris 150 ans auparavant. Mais sa mission est d'une toute autre nature, comme l'est d'ailleurs son point de vue sur la répression. En Germanie, Albizzi fait des expériences intéressantes qui le marqueront toute sa vie. À un âge avancé, il écrit un ouvrage relatant l'horrible spectacle dont il a été le témoin. À l'entrée des villes et des villages, les diplomates et les inquisiteurs romains ont vu s'éteindre les derniers bûchers où de pauvres innocentes ont péri. Les Romains ont dû être effrayés par ces atroces pratiques. Ils ne connaissaient pas cela en Italie. Ils s'en sont détournés avec frisson. Aujourd'hui, une question demeure. Pourquoi ne sont-ils pas intervenus ? Francesco Albizzi reste au service de l'Inquisition pendant un demi-siècle. Durant cette période, aucune sorcière n'est condamnée à mort à Rome. Les médecins appelés à comparaître trouvent des explications naturelles, sans avoir recours au satanisme. Si les inquisiteurs romains comme Albizzi croient en la sorcellerie, ils sont néanmoins beaucoup plus modérés quant à la répression des hérétiques et savent se montrer plus compréhensifs à l'égard des femmes accusées. L'inquisiteur typique du XVIIe siècle répugne à l'idée de brûler des sorcières présumées ou effectives. Il condamne évidemment les pratiques de magie de toutes sortes, mais ne va pas jusqu'à la condamnation au bûcher. 30 ans après son voyage en Germanie, Francesco Albizzi, avec l'autorisation du pape, notifie aux inquisiteurs locaux de France et de Germanie l'instruction relative au procès de sorcellerie. De l'autre côté des Alpes, cette instruction a peu d'effet. Il manque à l'Inquisition le pouvoir de mettre fin aux persécutions là où elle les avait autrefois mises en œuvre. Les recherches les plus récentes permettent désormais d'affirmer avec certitude que les juridictions ecclésiastiques de l'Inquisition, au moins depuis le début du XVIe siècle, se sont avérées particulièrement efficaces. En effet, à quelques exceptions près, plus aucune sorcière n'a été brûlée en Italie, en Espagne et au Portugal. Il est frappant de constater que dans la plupart des cas, les jugements de ces inquisiteurs étaient bien plus cléments que ceux des juridictions séculières situées au nord des Alpes. Pour appuyer son scepticisme à l'égard de la répression de la sorcellerie, Francesco Albizzi se réfère aux écrits d'un jésuite allemand. Cet ouvrage, intitulé Cautio Criminalis, de la prudence en matière criminelle, réfute avec vigueur la répression fanatique de la sorcellerie. Il connaît un grand retentissement.
En Germanie, cet auteur est menacé de représailles, tandis qu'à Rome, il jouit d'une haute estime. Il s'agit de Friedrich Spee, l'un des poètes les plus marquants du baroque. Germanie, mère de tant de sorcières, telle est sa plainte amère. À mon avis, le jésuite Friedrich Spee était le critique le plus lucide à l'égard de la persécution des sorcières. En 1631, il publie, sous couvert de l'anonymat, de la prudence en matière criminelle. Dans ce traité, il dénonce l'extermination systématique des innocents, la violence et le fanatisme des procès de sorcellerie, et par là même leur absurdité. Il dit « Présentez-moi un crime grave, puis donnez-moi la torture pour prouver ce crime. » Il dit encore qu'on me jette au feu si je ne trouve pas rapidement autant de coupables que ceux maintenant condamnés pour sorcellerie. Telle est la dynamique fatale inhérente à la torture. Par la torture, on peut en pratique obtenir la preuve de n'importe quel crime, même fictif. Sur les traces de Friedrich Spee, des voix toujours plus nombreuses s'élèvent pour remettre en cause la répression fanatique de la sorcellerie. Par leur courage et leur argumentation judicieuse, ces intellectuels et scientifiques jouent un rôle de premier plan dans le déclin de la chasse aux sorcières. Il faudra encore attendre un siècle et demi après la mort de Friedrich Spee pour que s'éteignent les derniers bûchers. En Europe, une sorcière est livrée aux flammes pour la dernière fois à Glarus, dans un canton suisse protestant. C'était en 1782. Sur d'autres continents, la chasse aux sorcières se poursuit encore de nos jours. Et certains de ces funestes mécanismes perdurent encore dans notre culture actuelle. L'histoire de la répression de la sorcellerie illustre bien la rapidité avec laquelle, à l'aide de moyens appropriés, un groupe d'individus, quel qu'il soit, peut devenir un bouc émissaire au sein d'une société. Et cela est toujours d'actualité. L'auteur du marteau des sorcières a défini la sorcellerie comme un crime d'exception. Pour punir ce crime, les règles applicables sont différentes de celles employées dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire. Pour un crime d'exception, il convient donc d'appliquer une procédure d'exception. Si par la législation, j'assouplis l'interdiction du meurtre, donc si j'autorise en quelque sorte le meurtre, alors inévitablement le commandement biblique « tu ne tueras point » sera transgressé à grande échelle.